Chapitre 10. Description d'un fluide au repos. Ce chapitre correspond sur votre manuel scolaire Hachette à la page 193. Commençons par donner la définition d'un fluide. Un fluide est un corps susceptible de s'écouler, il est déformable et n'a pas de forme propre. Il prend la forme du récipient qui le contient. Pour conclure, le fluide correspond à l'état de matière, liquide ou gaz. Dans la première partie, nous allons nous intéresser à la description d'un fluide au repos. Prenons un verre d'eau, l'eau est immobile, donc au repos. Si nous observons les molécules d'eau présentes dans ce verre, nous voyons que ces molécules d'eau ont un mouvement désordonné et incessant. Donc, à l'échelle macroscopique, c'est-à-dire notre échelle, le fluide est parfaitement au repos car immobile, mais à l'échelle microscopique, les molécules d'eau sont en mouvement incessant et désordonné et ce mouvement est nommé agitation thermique. Pour les gaz, les entités sont également en mouvement incessant et désordonné, mais les entités sont plus éloignées les unes des autres par rapport au liquide, comme le montre le dessin suivant. Deuxième partie, interprétation microscopique de la masse volumique du fluide. La masse volumique d'un fluide est une grandeur macroscopique, c'est-à-dire qu'elle se mesure à notre échelle. La masse volumique permet de relier la masse d'un fluide avec son volume. Elle est notée ρ. Elle se détermine par la relation à connaître, ρ égale m sur v. Dans cette formule, m est la masse de fluide et s'exprime en grammes. V, le volume du fluide, s'exprime en litres. Et ρ, la masse volumique, s'exprime en grammes par litre. Il est possible d'utiliser d'autres unités. Par exemple, la masse de fluide peut être exprimée en kilogrammes. Le volume de fluide peut être exprimé en mètres cubes. Dans ce cas, la masse volumique sera exprimée en kilogrammes par mètre cube. La masse volumique indique ce que pèse 1 litre de fluide en grammes si elle est exprimée en grammes par litre. Par exemple, pour l'eau, ρ de l'eau égale 1000 grammes par litre, donc 1 litre d'eau pèse 1000 grammes, à savoir 1 kg. Prenons un volume de fluide égal à 1 millilitre. Pour ce même volume, il y a plus d'entités pour le liquide, car nous avons vu précédemment que les entités dans un liquide étaient plus proches que dans un gaz. Si on place ces deux volumes sur une balance, on voit que le volume de liquide est plus lourd que le volume de gaz. Logique, puisqu'il y a plus d'entités. Donc, la masse volumique d'un liquide est plus élevée que la masse volumique d'un gaz. À l'échelle macroscopique, une masse volumique plus élevée correspond donc à l'échelle microscopique à un nombre d'entités dans le même volume plus important. Masse volumique de l'éthanol liquide vaut par exemple 791 kg par mètre cube, tandis que pour l'air, la masse volumique vaut 1,2 kg par mètre cube. Avec ces chiffres, nous voyons bien que la masse volumique d'un gaz est beaucoup plus faible, environ 1000 fois, que celle d'un liquide. Troisième partie, interprétation microscopique de la température du fluide. Observons l'animation suivante où nous voyons des molécules de gaz dans une enceinte varier grâce à la température que l'on augmente progressivement de 20 à environ 700 degrés. Lorsque la température augmente, les entités ont un mouvement plus rapide. On peut donc faire à nouveau le lien entre l'échelle macroscopique et l'échelle microscopique pour la grandeur d'un fluide, ici la température. La température mesurée à l'échelle macroscopique d'un fluide avec un thermomètre est une mesure de l'agitation thermique. Soit, à l'échelle macroscopique, une température plus élevée va correspondre à l'échelle microscopique à une agitation plus grande des molécules. Quatrième partie, nous allons voir que la grandeur macroscopique pression a une origine à l'échelle microscopique. Considérons une surface S de l'enceinte contenant le fluide. Les nombreuses collisions des particules de fluide sur cette surface peuvent être modélisées par une force appelée la force pressante, représentée par une flèche, un vecteur. La force pressante exercée par un fluide sur une paroi a pour caractéristique point d'application, direction, sens et norme. Le point d'application pour la force pressante va être n'importe quel point de la surface S. La direction sera perpendiculaire à la surface.
Le sens sera du fluide vers la paroi et la norme représente la valeur de la force pressante en newton. La valeur de la force pressante est proportionnelle à la surface. Cette proportionnalité se traduit par la relation F égale P fois S, et P est donc le coefficient de proportionnalité. Dans cette formule, F est la force pressante en newton, P est la pression exercée par le fluide sur la paroi de l'enceinte en newton par mètre carré, et S va être la surface sur laquelle s'exerce la force pressante en mètre carré. P, la pression, s'exprime en pascal, PA. C'est l'unité du système international. La pression se mesure à l'aide d'un manomètre à notre échelle. À l'échelle macroscopique, une pression plus élevée correspond donc, à l'échelle microscopique, à un nombre de chocs des entités sur la paroi plus important. Exemple d'application. Nous voulons calculer la valeur de la force pressante exercée par l'air extérieur sur le tympan. La pression de l'air extérieur est égale à la pression atmosphérique moyenne, soit 1 bar. Il faut connaître la conversion entre les deux unités de la pression, le bar et le pascal. 1 bar égale 100 000 pascal. 1 fois 10 puissance 5 pascal. La surface du tympan est égale à 60 mm². 1 mm² est égal à 10-3 mètres. En prenant le carré des deux membres de l'égalité, on obtient que 1 mm² est égal à 10-6 m². En appliquant la formule vue précédemment, F égale P fois S, et en remplaçant par les valeurs numériques, on obtient une force pressante sur notre tympan de 6 newtons en gardant deux chiffres significatifs. Pour résumer, pour chaque grandeur du fluide mesuré à notre échelle, c'est-à-dire l'échelle macroscopique, nous avons vu le lien avec l'échelle microscopique. Donc le fluide est immobile à l'échelle macroscopique, il n'a pas de mouvement, mais à l'échelle microscopique, nous avons vu que les entités avaient un mouvement incessant et désordonné. La température qui se mesure avec un thermomètre à notre échelle correspond à l'agitation des entités à l'échelle microscopique. Plus il y a d'agitation, plus la température est élevée. La pression, qui se mesure avec un manomètre à l'échelle macroscopique, correspond au choc des entités. Plus il y a de choc, plus la pression est élevée. Et enfin, la masse volumique, grandeur macroscopique, plus élevée pour un liquide que pour un gaz, correspond à la proximité des entités. Elles sont plus proches dans un liquide que dans un gaz. Partie 5. Loi fondamentale de la statique des fluides. Je vous rappelle que la statique des fluides est l'étude des fluides au repos, immobile, à l'échelle macroscopique. Considérons deux points, M1 et M2, au sein d'un fluide au repos de masse volumique ρ. M1 est au-dessus de M2 d'une hauteur notée H. Chacun des points subit une pression du fluide autour de lui. P1 est la pression de M1 et P2 est la pression pour M2. La pression P2 en bas est plus forte que la pression P1 en haut. La différence de pression P2 moins P1 est proportionnelle à la hauteur H et le coefficient de proportionnalité est égal à ρ fois G. Ce qui donne la relation fondamentale de la statique des fluides, P2 moins P1 égale ρ fois G fois H. Dans cette relation, P2 moins P1 correspond à la différence de pression en pascal, ρ la masse volumique du fluide, attention, en kg par mètre cube, G l'intensité de la pesanteur en newton par kilo, H la hauteur entre les deux points en mètres. On a aussi l'habitude d'exprimer cette loi en fonction des coordonnées Z1 et Z2 des deux points, selon un axe Z vertical vers le haut. H étant égal à Z1 moins Z2, la loi fondamentale de la statique des fluides s'écrit également P2 moins P1 égale ρ fois G fois Z1 moins Z2. Z1 moins Z2 correspond à la hauteur entre les deux points en mètres. Un exemple d'application. Nous voulons calculer la valeur de la pression aux deux points 2 et 3. On donne la masse volumique du fluide qui est de l'eau, donc 1000 kg par mètre cube, et l'intensité de pesanteur G égale 9,81. Appliquons la loi fondamentale de la statique des fluides aux deux points 2 et 1. P2 moins P1 égale ρ fois G fois H, donc P2 égale P1 plus ρ fois G fois H. En remplaçant par les valeurs numériques, attention à bien convertir P1 en pascal,
puisqu'elle est donnée sur le dessin en bar, 2,5 bar égale 2,5 fois 10 puissance 5 pascal. On obtient une pression P2 de 4 fois 10 puissance 5 pascal, soit 4 bars, avec deux chiffres significatifs. Faisons de même pour les points 2 et 3. P3 moins P2 est égal à ρ fois G fois H, égale ρ fois G fois Z2 moins Z3, et cette différence est égale à 0. Z2 est égal à Z3, donc P3 est égal à P2. On arrive à une conclusion importante, à savoir que deux points à la même hauteur sont soumis à la même pression. Dernière partie, la loi de Boyle-Mariotte pour les gaz. Nous avons deux images. À gauche, un volume d'air qui est égal à 30 ml et on lit une pression de 0,88 bar. À droite, un volume de 20 ml et une pression qu'on lit sur le manomètre de 1,33 bar. Pour les deux dessins, la quantité de matière de gaz enfermée dans l'enceinte est identique. Elle est égale à 8,5 fois 10-4 mol. Et la température est identique également, 100 degrés. Si nous voulons calculer le produit P fois V, pour les deux expériences, on obtient le même résultat. Ce qui nous conduit à l'énoncé de la loi de Boyle-Mariotte. Boyle étant un Irlandais, Mariotte un Français. À la température constante et à la quantité de matière du gaz constant, le produit de la pression P d'un gaz par son volume V qu'il occupe est constant, ce qui peut se traduire par la relation P fois V égale constante. Cette relation de Boyle-Mariotte peut nous amener à une conclusion. Par exemple, pour deux volumes V1 et V2, si le volume V2 est nettement supérieur au volume V1, pour que le produit P fois V reste constant, ça implique que la pression P1 est plus grande que la pression P2. Donc, si la pression augmente, alors le volume diminue, et inversement, si la pression diminue, alors le volume augmente. Exemple d'application, nous voulons calculer la valeur du volume du ballon, quand il atteint le point Z1 à la pression P1. Et ce volume va s'appeler V1. Donc nous allons appliquer la loi de Boyle-Mariotte, à savoir P2 fois V2 égale P1 fois V1. Nous en déduisons V1 égale P2 fois V2 divisé par P1. Nous remplaçons par les valeurs numériques et nous observons que le volume V1 est égal à 4,8 litres. Première remarque, le volume V1 est bien plus grand que le volume V2 puisque la pression en P1 est plus petite. Deuxième remarque, nous n'avons pas été obligés de faire des conversions d'unités puisque les deux pressions au numérateur et au dénominateur peuvent être exprimées dans les mêmes unités, ici le bar, et que les deux volumes vont être exprimés également dans les mêmes unités, le volume. Je vous remercie pour votre attention.